Hello Booktube, je ne sais pas quel est le temps chez vous en France, mais au Portugal, l'été est définitivement terminé. Premier lundi du mois de septembre et il pleut à verse. Voilà. Par rapport au dernier week-end d'août où je me prélassais au bord d'une piscine, si vous avez vu mon dernier vlog à ce propos, ce week-end a été assez gris, bien que samedi était encore un petit peu doux, mais voilà, lundi 4 septembre et nous sommes sous la pluie. Ce n'est pas plus mal, je pense que la terre a besoin d'eau. Ceci dit, dans cette vidéo, on va essayer de se remémorer quelque peu notre été et ses douces journées, car je vais vous parler de mes lectures d'août et on va faire le point. Août a été pour moi un mois de lecture quelque peu productif, je dirais même plus productif que celui de juillet, le mois que j'avais labellisé comme étant mon mois le plus productif ever de mon année et des années prochaines. On dirait bien que j'ai parlé trop vite. D'après Goodreads, j'ai lu 15 plus 9, 9 5, 14, 24, 25, 26, 27. J'ai lu 28 livres en août, ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif de lecture pour 2023. Je vous avoue que cet objectif n'était pas très haut, il était à 75 livres, mais c'est la première fois que je finis le challenge lecture de Goodreads, donc même si la barre était assez basse, je suis assez contente de moi. Cependant, je pense que j'ai triché, ou plutôt que j'ai trouvé la technique pour remplir mes défis lecture. Je pense d'ailleurs que c'est le secret qu'a tout gros ou grosse booktuber, booktubeuse en ce moment, qui n'est pas forcément partagé, je ne sais pas, j'ai des petites suspicions maintenant quand je vois quelqu'un dire qu'il lit beaucoup dans un mois, et c'est de lire des mangas. Je trouve que la lecture d'un manga est bien plus rapide que la lecture d'un roman, même si le manga est un petit peu plus gros. Par exemple, j'ai un manga de 500 pages, mais je pense que je le lis bien plus rapidement qu'un roman de 200 pages, que ce soit d'ailleurs manga ou bande dessinée. C'est un support très différent et voilà, je trouve que c'est un petit peu plus ludique d'ailleurs pour moi, mais également un petit peu plus rapide. Et du coup, ça vient un petit peu entacher ma satisfaction d'avoir lu beaucoup de livres en août, parce que je me demande si c'est légitime ou pas d'ajouter les mangas dans mon compte rendu lecture. La solution que j'ai trouvée, c'est qu'au lieu de compter un tome, un volume manga pour un livre, je vais compter 3 volumes manga égale un livre. C'est assez pratique parce que certaines séries sont publiées avec 3 volumes en un tome et donc du coup ça me permet de compter et de me sentir moins coupable par rapport à mes objectifs lecture. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette introduction de vidéo, donc on attaque sans plus de préambule sur mes lectures d'août et on va commencer avec les mangas. Alors, le premier manga que j'ai lu en août et qui a un petit peu commencé toute cette addictivité au manga pour la suite de mon mois, c'est Skip Beat, dont voici le dernier tome, c'est du 3 en 1, donc là j'ai le volume 43, 44, 45. Skip Beat, c'est un manga que j'ai découvert au lycée et que j'ai repris récemment parce que mon compagnon aime beaucoup regarder des animés et que je voulais lui montrer cet animé, sauf qu'il n'y a qu'une saison alors que le manga est bien plus long et se développe bien plus. Donc, solution très simple, j'ai repris toute la lecture. J'ai commencé du premier chapitre jusqu'au chapitre disponible. Skip Beat, de quoi ça parle? On suit Kyoko, une jeune fille qui vient de la campagne japonaise et qui va suivre son ami d'enfance slash amour d'enfance à Tokyo. Sho, le fameux ami, veut devenir un chanteur et du coup il va quitter sa famille, emporter Kyoko avec lui pour essayer de réaliser son rêve. La manière dont Kyoko va supporter Sho, c'est en payant un petit peu pour tous ses besoins. Donc elle travaille, elle loue les maisons, elle fait à manger, elle fait le ménage, etc. pour que Sho se concentre à 100% sur sa carrière et son rêve. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour Kyoko entend une conversation entre Sho et sa manager où Sho dit que non, Kyoko, c'est pas une amie, c'est pas son amoureuse, c'est juste une fille qu'il a pris avec lui pour avoir une servante. Disons que pour Kyoko, ça ne passe pas, elle a fait beaucoup de sacrifices pour ce gars et voilà comment il la traite. Non mais voilà, ça passe vraiment pas, elle va un petit peu péter un câble et décider de se venger. Et la manière de se venger pour elle, c'est de rentrer dans le monde du showbiz et de devenir encore plus populaire que Sho.
Donc on va suivre Kyoko dans ses débuts dans le monde du showbiz, comment ça a été compliqué pour elle d'y rentrer et ensuite comment elle s'oriente dans ce monde, quel métier va-t-elle choisir, veut-elle être une chanteuse, une actrice ou juste un talent pour les shows télévisés. Et on va la suivre évoluer au fur et à mesure de ses rencontres et de ses travails dans cet environnement. J'aime beaucoup le personnage de Kyoko, c'est un personnage très dynamique, qui a plein de bonnes réparties je trouve et qui est vraiment très drôle. Elle a tendance à partir dans des gros monologues sur pourquoi elle déteste chaud et c'est assez drôle à chaque fois. Il faut qu'il y ait quelque chose qui la trigger pour qu'elle parte dans tous les sens et dans une grosse exagération et franchement j'adore. Voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup, qui est toujours en cours. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il se finisse assez rapidement. Donc si vous cherchez votre prochaine lecture manga, quelque chose de léger, de drôle, mais de profond également sur, parce que je vous ai pas dit, sur les sentiments de l'amour et qu'est-ce qui fait qu'une personne est complète, entre guillemets, je vous conseille Skip Beat qui est juste une pépite et mon manga préféré de tous les temps. Voilà, sans aucun doute. Avant One Piece ou Fairy Tail, que j'adorais au collège. Le deuxième manga que j'ai lu est un petit peu plus récent je pense et l'anime sort prochainement, c'est Les Carnets d'une apothicaire, or The Apothecary's Diaries. C'est un manga que j'ai lu parce qu'on annonçait la sortie animée et je me suis dit c'est pas la première fois que j'en entends parler, on va aller découvrir le manga en lui-même avant de voir l'anime. Alors, les carnets de l'apothicaire, de quoi ça parle? On suit une jeune fille qui a été vendue pour devenir servante dans le palais intérieur, autrement dit le harem de notre empereur japonais, chinois ou coréen, je ne sais pas où se passe cette histoire. Et cette jeune fille, elle a des intérêts quelque peu particuliers, elle adore goûter et découvrir de nouveaux poisons. Et justement, dans le palais intérieur, il y a un empoisonnement qui se fait et elle va le résoudre. Et en sauvant quelques concubines, elle est promue comme testeuse de poison pour la favorite de l'empereur. À partir de ce moment-là, elle va être mise en contact avec différentes personnes et elle va aider notamment un certain eunuque à résoudre des problèmes, que ce soit dans le palais intérieur, mais également elle va l'aider en dehors du palais à résoudre d'autres problèmes un petit peu plus diplomatiques. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce manga, il me semble qu'il me reste encore un volume à lire, j'ai lu les 9 premiers tomes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment on parle des plantes et de la nourriture, de leurs bienfaits, mais également des poisons. J'adore comment notre personnage principal veut découvrir le plus de poisons, et quand je dis découvrir, elle veut les manger, les mettre sur sa peau, voir s'il y a des réactions cutanées, elle fait des expériences sur son propre corps, et limite, lui offrir un poison à manger, c'est le meilleur cadeau du monde. Donc j'adore voilà cette petite particularité qu'elle a. Et un autre point assez intéressant, c'est que c'est assez éducatif. À la fin de quelques chapitres ou d'une petite histoire, on va avoir un encadré qui nous explique les propriétés de telle ou telle plante. Et même si je me souviens pas forcément de toutes les explications, je trouve ça assez intéressant pour les personnes qui veulent découvrir le monde des plantes et leurs propriétés. C'était les 2 mangas que j'ai lus en août et que je vais sûrement continuer dans les prochains mois en fonction des prochaines publications. Si vous avez d'autres mangas à me conseiller dans le même type ou vos mangas coup de cœur, à l'exception de One Piece, Fairy Tail et Naruto qui sont des mangas que je n'ai pas du tout envie de reprendre, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je suis vraiment tombée dans les mangas en août, donc il faut que j'arrive à les lire de manière plus ponctuelle et non pas 45 tomes en 3 jours comme j'ai pu faire avec Skip Beat, mais je suis curieuse de découvrir des mangas un petit peu plus récents et qui vous ont beaucoup plu. Voilà. À part les mangas, j'ai quand même lu quelques romans, donc parlons-en. On va commencer d'ailleurs avec le roman que je n'ai pas aimé et qui a d'ailleurs été un abandon pour moi, et c'est malheureusement La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ce livre sur les réseaux sociaux et il y avait une telle hype autour de cette trilogie ou série, je ne sais plus s'il y a que 3 tomes ou s'il y en a plus de prévus, que je me suis empressée d'acheter le premier tome. Sauf que bien, c'est une déception pour moi et je n'ai pas pu aller au-delà des 30% du roman. Pour ceux qui ne connaissent pas La passeuse de mots, de quoi ça parle? Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça je vous donne ni spoiler, ni trop d'informations. On va jouer du côté safe, ok? Dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie,
grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. Voilà pour la 4e de couverture et je vous avoue que ça donne envie. Alors, qu'est-ce qui a fait du coup que j'ai arrêté malgré avoir vraiment sincèrement essayé de pousser jusqu'au bout? Ce livre, je l'ai en papier chez moi, je suis allée sur la version Audible également, j'ai dépensé un crédit Audible pour ça, pour essayer de justement arriver à le lire et à découvrir pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire que c'est la série du moment. J'ai eu du mal avec le world building et la narration. Très sincèrement, j'ai l'impression que cette histoire c'est la fantaisie de nos deux écrivains et qui nous l'ont juste mis sur papier comme ça sans vrai travail de fond derrière. Je sais que mes mots peuvent paraître un petit peu dur, mais ça a été vraiment mon ressenti pendant la lecture. À chaque fois que les auteurs veulent nous présenter ou nous donner des informations sur leur univers quelque peu particulier, ils le font à l'aide de dialogues dont la seule fonction est ce world building. Et ça m'a quelque peu agacée. J'ai l'impression que on nous bombarde d'informations d'un coup, ce n'est pas forcément lié avec les informations qu'on avait au début, il manque quelques questions. Par exemple, ce traité, on a dû le mentionner 10 fois avant que je comprenne exactement ce qu'il faisait et comment il limitait la magie dans le royaume. Voilà, ça m'a un petit peu frustrée du coup et c'était assez difficile de rentrer dans cet univers, limite trop lourd même dans la manière dont les informations étaient amenées. Le deuxième point qui m'a dérangée, c'est la narration. Comme je vous le disais, j'ai l'impression que c'est une fantaisie que les auteurs nous ont mis comme ça sur la page sans aucun travail. Ils ont décidé de faire une narration à la première personne, mais j'ai eu l'impression qu'à certains moments ça se battait pour qu'on switch d'une personne à l'autre. C'était assez bizarre en lecture, on suit le point de vue d'Arya, sauf que parfois Arya arrive à soudainement savoir ce à quoi Killian est en train de penser. Si vous voulez nous donner le point de vue de Killian, faites différents points de vue, ou mieux encore, faites une narration à la 3e personne. J'ai l'impression que dans les fantaisies françaises, on oublie que ce point de vue existe. On peut faire de la narration à la 3e personne, c'est même plus simple pour les transitions entre un personnage et un autre. Bref, donc une narration maladroite je dirais et qui a vraiment gêné à ma lecture. Je me suis ennuyée, c'était pas assez dynamique, c'était trop lent. Je vous avoue ne pas comprendre pourquoi le livre est aussi gros. Et en plus de ça, je n'ai absolument pas aimé les personnages. J'ai eu beaucoup de mal avec Arya, qui est décrite comme étant quelqu'un de généreux, d'empathique. C'est pas du tell and no show, ça devrait être du show and don't tell. C'est amené qu'elle a toutes ces qualités extraordinaires, mais on ne le voit absolument pas et ça m'a frustrée. Je n'ai pas du tout aimé son binôme qui est Killian. Je déteste la manière dont il l'appelle tout le temps Amour et dans l'audio c'est vraiment renforcé je trouve et je comprends pas du tout pourquoi il utilise ce terme, quelle est l'idée derrière. Ça me met d'ailleurs un petit peu mal à l'aise parfois, Arya étant une jeune fille, Killian ayant l'air d'avoir quelques années de plus, étant majeur, Arya mineure, bref, ça m'a dérangé. Et enfin, le dernier point, et après je ne détruis pas plus ce roman que je sais que beaucoup ont apprécié, j'ai eu du mal à comprendre le pouvoir des mots et l'intérêt d'être une passeuse de mots. Parce qu'apparemment une passeuse de mots, il n'y en a qu'une dans tout le monde, c'est un rôle ultra important. J'ai pas compris pourquoi c'est ultra important, on ne le voit pas forcément. J'ai l'impression qu'on parle de la puissance des mots que dans cette 4e de couverture, mais pas trop dans les 30% du roman. Voilà. Et je comprends pas pourquoi ce pouvoir est limité à une seule personne. Vu la manière dont s'en sert Arya, ce serait bien que tout le monde puisse avoir accès à ce pouvoir, je pense. J'arrive pas à comprendre les dangers de ce pouvoir. Voilà donc pourquoi j'ai abandonné la passeuse de mots. Très sincèrement, je pense que le concept de cette histoire s'appliquerait bien mieux à un jeu vidéo où on part à la quête de chaque mot, etc. que à un roman ou une trilogie de 3 tomes. Je ne comprends pas la longueur de cette série. Peut-être que j'ai loupé des informations ou que j'ai mal compris. Si vous n'avez absolument pas le même avis que moi, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires et défendre ce roman. Mais pour moi, ça a été un flop. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là sur la passeuse de mots, je n'en parle plus. Du world building dans la fantasy, je trouve que c'est ultra important et avec Witch King de Martha Wells, on a un world building
magnifiques. Witch King, c'est mon coup de cœur d'août, vraiment. C'est un livre où on plonge directement dans la fantasy, on n'est absolument pas pris par la main par l'autrice. J'ai trouvé les personnages ultra profonds, ultra intéressants et l'intrigue bien rodée, il n'y a pas trop de trous dans l'intrigue. Et puis on arrive à se limiter à une taille de récit assez normale, c'est apparemment un stand-alone et tout est bouclé à la fin quoi, c'est juste parfait. De la fantasy comme je voulais en lire. Très satisfaite de ce roman et si vous voulez plus d'informations, je vous ai dédié une vidéo à Witch King. C'est une de mes fameuses chroniques en 5 minutes top chrono qui dure un tout petit peu plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses positives à dire sur ce roman. Et enfin, dernier livre de fantasy que j'ai lu en août, c'est La fiancée du dieu de la mer d'Axi Oh. Il a été publié en français aux éditions Lumen si vous êtes intéressés. Alors ce livre c'est de la fantasy coréenne. Donc je vous avoue avoir acheté ce livre sans vraiment chercher à savoir de quoi ça allait parler. Vous le savez maintenant que j'aime beaucoup la littérature asiatique, mais j'essaie de diversifier le plus possible mes lectures dans ce coin du monde. Je lis beaucoup de lecture chinoise. Il était temps de rendre visite à sa petite sœur qui est la Corée du Sud. Dans ce roman, on suit notre personnage principal, Mina, qui habite un petit village d'un royaume quelque peu maudit par le dieu de la mer. Pourquoi je vous dis maudit? Chaque année, le royaume est attaqué, entre guillemets, ou victime de violentes tempêtes de l'océan et plusieurs villages vont se retrouver inondés, des terres vont disparaître sous la mer. Il est dit que ces tempêtes sont dues au dieu de la mer qui est pas content ou très triste et c'est aux humains de calmer ce fameux dieu et la solution c'est de lui envoyer une fiancée chaque année jusqu'à ce qu'il lui envoie la bonne personne pour que le dieu de la mer tombe amoureux et devienne heureux. Mina veut prendre son destin en main et sauver un petit peu sa famille des tempêtes de mer et donc elle va prendre la place de la fiancée de la mer envers et contre tous. La bonne partie du roman se déroule dans le royaume du dieu de la mer où Mina va enquêter et essayer de trouver une solution à ce problème. Les tempêtes de mer c'est quand même assez problématique pour pouvoir sauver sa famille et en parallèle le royaume. C'est une lecture assez sympa que j'ai beaucoup appréciée. J'ai lu le roman en un livre au bord de la piscine. C'était super. Vu le temps aujourd'hui, heureusement que je l'ai lu en août. Mina c'est un personnage qui dépend beaucoup des contes que sa grand-mère lui a raconté petite. Elle utilise les contes pour essayer de trouver des solutions et s'en inspirer et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ma petite déception avec ce roman c'est qu'on ne voit pas assez, je trouve, de créatures mythologiques coréennes. On voit un dragon super rapidement, je crois qu'on voit une sous-espèce de dragon aussi un petit peu plus, mais la majorité du temps on les voit dans leur forme corporelle et c'est tout, pas plus de ça. Il y a beaucoup d'esprits, mais tous les esprits, tous les dieux qui habitent ce royaume du dieu de la mer ont une enveloppe corporelle. Voilà, ça m'a un petit peu déçue, j'aurais bien voulu voir un petit peu plus d'éléments et de créatures fantastiques une prochaine fois, je l'espère. Le deuxième point un petit peu dérangeant sur ce roman, c'est que j'ai trouvé que la fin était assez brouillon. Enfin la fin. Les chapitres finaux sont très bien, mais genre quand l'intrigue se résout, quand les problèmes se résolvent, ça va très vite et j'ai trouvé ça très brouillon. Du coup il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, on part même d'ailleurs un petit peu dans tous les sens, donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Ceci dit, c'est les seules critiques que j'ai par rapport à ce roman. Ça reste, comme je vous le disais, une lecture super sympa, à voir ce qu'Axi Oh va faire ensuite. Je pense que c'est une autrice à garder en coin et qui peut écrire des récits très intéressants autour des contes coréens. Voilà, du coup je crois que c'est la seule littérature asiatique que j'ai lue en août. C'est assez rare, je ne lise qu'un roman de littérature asiatique, sauf si vous comptez les mangas en littérature asiatique, mais là je vous laisse être juge de ça, je ne veux pas me prononcer sur les mangas. Passons maintenant au thriller. Début août j'ai fini un thriller et c'est La Maison des Voix de Donato Carrisi qui est un auteur italien. Alors La Maison des Voix, je pense que c'est un thriller psychologique assez prenant. En tout cas j'étais assez dans l'histoire. On va suivre Pietro Gerber, notre personnage principal, qui est un psychiatre pour enfants et il a notamment des missions auprès de la cour juridique pour mineurs et il va prendre en charge une patiente quelque peu particulière. Anna, cette fameuse patiente, est une adulte et donc normalement il ne devrait pas la traiter
sauf qu'elle a commencé des séances d'hypnose en Australie avant de venir en Italie et c'est dangereux de ne pas finir un traitement hypnotique. Et donc pour cette raison première, Pietro va la prendre en charge pour continuer les séances d'hypnose. Pourquoi est-ce qu'Anna a besoin de voir un psychiatre? C'est parce qu'elle est persuadée que petite, elle a tué son petit frère et c'est là que le côté thriller se met en place. Chaque séance d'hypnose est faite pour remonter dans la mémoire quelque peu censurée de l'enfance d'Anna et vérifier si oui ou non elle a tué son petit frère et si c'est le cas, où est-ce qu'il se trouve. C'est un thriller assez intéressant du coup, même si j'ai trouvé qu'Anna était un personnage un petit peu surfait, j'ai trouvé ses comportements et ses révélations quelque peu tirées par les cheveux parfois, voilà, ça m'a un petit peu dérangée. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé voir l'hypnose être mise en avant dans ce roman et toutes les analyses psychologiques qui ont pu être faites par Pietro. La Maison des Voix, c'est le premier tome d'une trilogie et je pense que les prochains tomes vont suivre Pietro. Il y a eu pas mal de révélations qui ont été faites sur Pietro dans ce roman et donc je pense que dans les prochains tomes on va suivre Pietro faire face à ces révélations. Est-ce qu'il va toujours être en train de faire des séances d'hypnose ou pas? Je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas forcément envie de lire la suite, mais voilà, pour un premier tome, La Maison des Voix est assez intéressante. On parle notamment des centres psychiatriques du siècle dernier, notamment à Florence en Italie qui avait un gros centre psychiatrique qui était comme sa propre mini-ville et de l'impact que ces centres ont pu avoir sur plusieurs générations. Donc non pas sur les personnes qui ont été incarnées mais sur le reste. Il y a eu quelques révélations ou faits divers assez affolants on va dire. Heureusement et j'espère, je croise les doigts, on ne pratique plus certaines méthodes dans les centres psychiatriques. Et bien voilà, c'était mes retours sur mes lectures toutes. Il y a beaucoup de fantaisie comme vous avez pu le voir, une grosse déception très clairement et puis août marque le moment où je me remets à lire des mangas et ça va être dangereux pour la suite. Sur le fond, je n'ai pas lu tous les livres que j'avais planifiés pour cet été, mais j'ai lu 90% de ces livres, donc je suis plutôt assez fière de moi. Et puis comme je vous le disais en début de vidéo, l'automne vient de commencer, le temps est là pour l'automne. J'ai quelques décorations qui se glissent aussi sur mes étagères qui sont un petit peu plus automnales. Et donc ça veut dire que je vous retrouve la semaine prochaine pour ma pile à lire de l'automne. Je suis en train de la constituer en ce moment même. Elle me pose quelques soucis, mais elle devrait être là pour la semaine prochaine. Je vais essayer d'ailleurs de vous la poster un petit peu en avance pour être vraiment sur le début de septembre et non pas mi-septembre. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez-vous dans mes commentaires et dites-moi quelles ont été vos lectures pour août, s'il y a eu des déceptions ou des abandons. Et puis, comme je vous le demandais, si vous avez des recommandations, que ce soit manga, fantasy, livres contemporains, tous les livres que vous avez lus et que vous me conseillez de découvrir, mettez-les moi également dans les commentaires. Voilà, ciao!